Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes. Et j'entame le chapitre 7 qu'il consacre à Schopenhauer. Alors, je viens de lire les deux premières pages. Et je me suis rendu compte dans cette partie qu'il y a une forte analogie entre la période dont il parle, c'est-à-dire la partie entre la Révolution française et Waterloo, la fin et le retour à l'ordre monarchique, avec la période que nous sommes en train de vivre, à mon sens. Après l'exaltation des années pour nous qui correspondraient peut-être à cette forme de révolution française, de la révolution française, les 30 glorieuses, la, les révoltes étudiantes des années 60, 68, le mouvement hippie, voilà, cette période d'exaltation d'un sentiment de pouvoir vraiment changer le monde, d'avoir un espoir devant nous, que l'humanité, que l'Europe de l'époque avait cette vision d'un grand changement avec la Révolution française, les lois qu'elle a portées, l'égalité, enfin, toute l'espérance qu'elle a portée. Malheureusement, donc, cette révolution faite sous la violence et comme bien souvent dans ces moments de grande de grands changements, les plus violents prennent le pouvoir, en, en abîme l'image, euh, parce qu'en fait, quand il y a une vacance de pouvoir, la compétition pour le pouvoir devient très rude, les plus violents se battent et les plus violents prennent le pouvoir dans la plupart du temps. Dans les moments de chaos, c'est un petit peu ce qui se passe. Et donc, ça en abîme les idées grandioses qui sont véhiculées par l'instant révolutionnaire. Qu'il soit révolutionnaire après une révolution, comme la Révolution française ou la Révolution russe au début du XXe siècle, le phénomène est le même. Les plus violents se battent et prennent le pouvoir. Et en ce moment, à la sortie des 30 Glorieuses, il y a une sorte de décadence qui s'est mise en place dans les années euh, entre les années 80 et maintenant. Et les idées généreuses des 30 glorieuses sont étouffées par le système, la démocratie se corrompt, euh, donc le système se corrompt, appelle ce qui appelle un système fort, comme on a appelé Napoléon, qui en fait ne peut faire que du ravage, d'une certaine façon. C'est la même chose avec les dictatures qui sont arrivées dans les années 30. Elles ont été appelées par la corruption de la démocratie. Et là, nous sommes exactement dans un cas de figure très similaire. La corruption de la démocratie par le néolibéralisme a fait surgir depuis
depuis quelques décennies même quasiment, des hommes politiques, des politiques dites dures, mais qui sont en réalité, euh, qui sont les déclinaisons adoucies de nos dictatures. Faut les regarder aussi de cette façon-là. Et donc là, en lisant ces deux pages, ces deux premières pages, ça m'a paru très évident. Donc je vais commencer à lire, et voilà. Alors Schopenhauer, caractère de l'époque. Pourquoi la première moitié du XIXe siècle a-t-elle exalté, comme représentant de l'époque, un groupe de poètes pessimistes? Byron en Angleterre, Musset en France, Heine en Allemagne, Léopardi en Italie, Pouchkine et Lermontov en Russie. Un groupe de compositeurs pessimistes, Schubert, Schumann, Chopin et même le Beethoven des derniers jours. Un pessimiste qui voulait se persuader qu'il était optimiste. Et par-dessus tout, un philosophe profondément pessimiste. Arthur Schopenhauer. Pourquoi? Cette grande anthologie du malheur, Le monde comme volonté et comme représentation, parut en 1818. C'est le livre donc de Schopenhauer. C'était l'époque de la Sainte Alliance, en 1818. La bataille de Waterloo avait été livrée. La Révolution était morte. Et le fils de la Révolution pourrissait sur un rocher perdu dans la mer lointaine. L'apothéose de la volonté par Schopenhauer était redevable en partie à cette sanglante et superbe incarnation de la volonté en la personne du petit Corse, et quelque chose de son désespoir était inspiré par l'éloignement pathétique de Sainte-Hélène. Donc oui, voilà, il y a eu beaucoup d'espérances qui ont été portées sur Napoléon. Et malheureusement, entraîné par son exaltation, il ne s'est peut-être pas arrêté à temps. Et au fond, tout ce qu'il voulait changer, il a fini par imposer quelque chose qui a arrêté cette évolution et qui a même sans doute mis en route une involution, une régression. La volonté avait enfin succombé et la sombre mort restait le seul vainqueur de toutes les guerres. Voilà, c'est la sombre mort, parce que tant que c'était dans l'exaltation de la conquête, comme en 39-40, les Allemands étaient tous derrière leur dictateur, et donc la mort et les ravages qui étaient faits étaient minimisés, personne ne s'en rend compte, et c'est quand le bilan, quand quand il y a les défaites qui arrivent, qu'on commence à prendre conscience, que la conscience revient, que l'homme sort de la propagande qui a fermé tous les esprits et qui constate la réalité de ce qui s'est passé. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé en 1818, à l'époque où Schopenhauer constate la réalité de cette aventure violente. C'est ce qui s'est passé en 43, 44, 45 chez les Allemands et chez l'Europe entière. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui commencera à se passer, peut-être, je ne sais pas, mais pour l'instant, on n'a pas pris conscience des ravages. La société occidentale n'est pas encore rentrée dans la prise de conscience de ce qu'a entraîné
le néolibéralisme depuis les années 80, tout ce qu'il a ravagé comme acquis social, tout ce qu'il a engendré comme chaos, euh, comme désespoir, comme tristesse, comme injustice, c'est pas encore mesuré. C'est mesuré puisque, par exemple, Oxfam démontre que les riches se sont jamais autant enrichis et les pauvres autant appauvris et que les écarts se sont creusés. Une chose qui est complètement anachronique par rapport à l'évolution de l'humanité. Normalement, ces écarts devraient se resserrer constamment. C'est ça l'évolution. On ne va pas vers l'aristocratie, on va vers la démocratie, une bonne démocratie, et donc vers toujours plus d'égalité et de partage. Et donc on n'a pas encore pris conscience. Le peuple n'a pas encore pris conscience. Il est dans l'état de souffrance. Il est en dépression. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il voit bien que tout est dégradé. Dans les hôpitaux, les soignants sont complètement désespérés. Mais on n'arrive pas à lever la tête pour comprendre. Parce que le système est dans un système de propagande. Elle n'a plus la même dimension que la propagande à l'époque de Napoléon ou la propagande nazie, mais c'est la propagande néolibérale et qui étouffe la conscience. La conscience est éteinte là actuellement. Et donc ça appelle, en ce moment, comme ça a dégradé la démocratie et les chefs d'État qui ont qui ont été mis en place d'une certaine manière par le néolibéralisme et qui ont accepté d'en jouer le jeu du néolibéralisme sont vraiment responsables parce que ils imposent à la société humaine, en Occident surtout, quelque chose d'extrêmement démoralisant. Et comme s'il y a cette démoralisation extrêmement violente et la souffrance du peuple, il essaye de se révolter. Un peu partout en Europe, il a tâché de se révolter. Et là, les gouvernements, partout en Occident, ont mis de la violence pour maîtriser cette révolte, au lieu de mettre de la conscience. Et donc, ils appellent inconsciemment le peuple qui souffre à privilégier des populistes, des personnes encore pires, qui viennent pour dire nous, voilà, nous sommes différents, mais qui vont faire exactement comme Napoléon, etc., comme dans les dictatures. Ça sera un peu moins visible parce qu'ils ne peuvent plus maintenant imposer de dictature. Le monde a réussi plus ou moins à se prémunir des dictatures dures et violentes, mais ce sont des dictatures de velours qui s'imposent. Et dans tous les... disons que voilà, c'est le règne du mensonge, de l'abus du peuple encore plus dans ces mouvements populistes. Et donc c'est exactement au point où nous en sommes. Nous sommes à ce niveau-là. La restauration des Bourbons était chose faite. Voilà, alors après, en 1818, donc, Napoléon était parti en exil, et donc c'est la royauté, la monarchie qui revient après la Révolution. Donc il y a quelque chose d'extrêmement désespérant pour le peuple, qui voit en fait
une révolution, tous les espoirs qui sont posés, même le peuple en 1790, 80, jusqu'à ce que Napoléon prenne le pouvoir, dans les campagnes, devait euh, espérer quelque chose qui sorte, quelque chose de positif qui sorte de cette révolution. Il devait y avoir un espoir énorme. Et puis d'un seul coup, voir que tout se délite, que voilà, qu'une sorte de dictature s'impose, et qu'à la sortie de cette dictature qui fait des ravages sur toute l'Europe, même si elle apporte des choses concrètes et importantes, le Code Napoléon, etc., tout un tas de choses sans doute positives, la monarchie qui reprend ses droits et qui revient, euh, qui réimpose ses propres valeurs, et puis qui reprend ce qu'on lui a pris, quoi, ce que la Révolution lui a pris. La restauration des Bourbons était chose faite. Les barons féodaux s'en retournaient réclamer leurs terres. Et l'idéalisme pacifique d'Alexandre avait, à son insu, enfanté une ligue pour la suppression du progrès en tout lieu. Le grand siècle était fini. Je remercie Dieu, disait Goethe, de n'être plus jeune dans un monde si profondément épuisé. Et on peut ressentir cette chose-là. Moi, je le ressens, mais totalement, ce que ressent Goethe. Quand on a connu les années 70, c'est un désespoir de voir ce que le néolibéralisme a ravagé comme acquis, a maltraité a détruit les hôpitaux, la justice, enfin, a mené des valeurs de violence qui a complètement perverti toute la jeunesse, qui a survolté son agressivité, sa violence. Tout ça pour vendre des films et voilà, des émissions, enfin, toute cette valeur néolibérale qui est les valeurs du narcissisme pur, c'est-à-dire le mépris des faibles, le mépris de tout ce qui n'est pas élite, l'élitisme mis en exergue partout dans les médias. C'est hallucinant la forme comment sont construites les émissions, que ce soit les émissions politiques, les jeux, etc. C'est complètement aristocratique, c'est complètement impérialiste. C'est les jeux du cirque, quoi. C'est vraiment, le peuple est exclu, ou il est juste cantonné au gradin, en grisé un peu. Les élites sont super allumées, éclairées, avec des belles couleurs. Le peuple est là et il est en plus chauffé. Il y a un type qui est des dominants, qui les oblige qui les entraîne à applaudir, à crier, enfin. Et le peuple naïf, parce qu'on est naïf, et c'est la beauté du peuple d'être naïf, est totalement abusé par le néolibéralisme, totalement, à tous les niveaux. Il a été, mais quand on sortira, quand on prendra conscience de ce qui s'est passé pendant ces 40 années-là, et espérons qu'on en sorte maintenant, mais de ce qui s'est passé durant ces 40 années, ça sera incroyable comment le peuple a été braqué complètement, comment il a été totalement vendangé, ses acquis vendangés, enfin, on a détruit son tissu social, on a détruit les petites villes, les centres-villes, on a détruit voilà, les services sociaux, les services publics. C'est terrible. Et comme il nous affole le système, parce que c'est un système pervers narcissique, hein, donc il nous affole par les médias en faisant du bruit,
voilà, on est dans un bruit permanent, dans une agitation permanente de l'esprit, dans un stress permanent en nous mettant dans un état de, de difficulté à vivre. Et donc, grâce à ça, on ne peut pas réfléchir. Le peuple ne peut plus réfléchir là actuellement. Il est obligé de subir. Il ne peut que subir. Et on arrive à ce désespoir qui conduit à appeler les extrêmes, quoi. Voilà, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il y a pas. Si encore les hommes d'État démocrates qui sont élus démocratiquement, si eux-mêmes avaient conscience de ce qui se passe, je pense qu'à ce moment-là, oui, ils pourraient faire une sorte de petite révolution d'élite, de chefs d'État européens, l'ensemble des chefs d'État européens, des gouvernements européens, s'ils prenaient conscience qu'ils sont sous l'influence de la perversion narcissique du marché, et qui disent bon c'est fini, on a été élu par le peuple, on aime nos peuples, on est le président, on est les représentants de nos peuples, on sort du jeu d'être juste les représentants du marché, de l'oligarchie, de cette nouvelle oligarchie. Donc on se révolte, on arrête ce processus, on remet au pas le marché, les dominants du marché, comme De Gaulle le faisait avec les Michelin, avec tous les grands patrons d'industrie de l'époque. C'était lui qui était le boss, c'était lui et c'était pareil en Allemagne, c'était pareil de partout en Occident. C'était les politiques qui avaient le pouvoir et tout le monde était content parce qu'à ce moment-là, les hommes, les hommes politiques étaient justes envers le peuple, donc ils étaient aimés par le peuple, d'une certaine façon. Les dominants étaient dominés, les dominants du marché étaient dominés, ou industriels, ou bancaires, etc., étaient dominés par le politique, donc ils étaient cadrés, ils n'étaient pas dans la toute-puissance, parce que c'est comme laisser un gosse à l'abandon et lui laisser la toute-puissance. Voilà, il ne sait pas quoi en faire, il est malheureux, il a besoin d'être cadré, et le marché a besoin d'être cadré. Les dominants du marché, tous les, voilà, ceux qui ont toutes les chaînes de télévision, là, ils ont absolument besoin d'être dominés par le politique. Et actuellement, ils sont les dominants, et là, ils font n'importe quoi. Ils peuvent faire monter n'importe qui sans conscience, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est évident que à la fin, on peut constater les dégâts, mais ils sont inconscients tout simplement. C'est pas de la méchanceté, mais ils croient, ils pensent que ça n'a aucune répercussion, mais c'est hyper grave ce qu'ils font, quoi. Et tout ça parce que les politiques ne prennent pas le pouvoir sur ces dominants-là. Voilà. La logique, c'est les dominants sont élus par le peuple pour mettre en place les valeurs du peuple. Le peuple, il n'a pas, évidemment, qu'il n'élit pas des hommes politiques pour être maltraité, comme il l'est. C'est pas du tout son espérance. Et donc les hommes politiques, leur patron, c'est le peuple. Et le peuple, c'est pas les maîtres des forges, c'est pas les dominants du marché. Voilà. Donc c'est là où il devrait y avoir une prise en main. S'il n'y a pas cette prise en main, c'est clair que nous devrons revivre ce que la Révolution française a dû vivre, c'est-à-dire le retour des Napoléons, ce que les années 30 ont dû vivre, c'est-à-dire l'arrivée des dictateurs,
et ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire des dictateurs, des pseudo-dictateurs qui sont des dictateurs de velours, des narcissiques, c'est pas des paranoïaques où ils n'ont pas les pathologies des dictateurs comme dans les années 30, mais ils ont les pathologies narcissiques pures. Et ces pathologies narcissiques pures fait que, à la sortie, le peuple, finalement, a souffert et finit par les faire partir, quoi. C'est juste des intermèdes entre les choses pour obliger le système à se réformer, à revenir sur son éthique, sur ses valeurs, la démocratie à se régénérer, etc. Donc à la sortie de ça, comme à la sortie de la guerre, il y a les 30 glorieuses avec une éthique, avec un retour au bonheur du peuple, une recherche de faire du bien pour le peuple, de lui apporter tout ce qu'il veut, voilà, pas tout ce qu'il veut, mais tout ce dont il a besoin, voilà, l'école, euh, le logement, etc. Il y a tout ce travail qui commence à se faire derrière, et c'est le comité de les résistances qui ont vécu justement la souffrance de la guerre, qui imposent cette nouvelle éthique à l'humanité. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça les 30 glorieuses. Le peuple, là, d'année en année, voyait son patrimoine, donc tout ce qui était public, tout ce qui a été enlevé du privé pour tout ce qui a été nationalisé, donc qui a été mis dans l'escarcelle du peuple, parce qu'en fait c'est ça, les nationalisations, c'est enrichir le peuple, c'est donner, voilà, c'est le trésor du peuple. Voilà, et à ce moment-là, évidemment, les télécoms, l'EDF, la poste, l'école, l'université, enfin, tout était, les hôpitaux, tout était fait pour améliorer les conditions pour le peuple. Voilà. Et donc le peuple était heureux à ce moment-là. Voilà. Et c'est une chose qui a changé malheureusement avec l'arrivée du néolibéralisme. Maintenant, si c'est ça qui s'est imposé, il y a une raison à cette chose-là. C'est que comme on va vers l'unité humaine, vers l'universalité absolue, vers le fait d'être complètement unis, que la paix universelle s'impose, on passe doucement du national au continental, donc à l'européen, là, pour nous, en Europe, mais le monde est en train de passer du nationalisme au continental. Ça sera pareil pour l'Afrique, pour l'Asie, etc. Les groupes sont en train de se faire comme ça. Peut-être on sautera cette période continentale et pour passer directement à l'universel, à un gouvernement par l'ONU avec une organisation. Toutes les structures sont déjà construites, déjà l'OMS, l'OMC, etc. On a construit toutes les structures pour un fonctionnement universel. Mais à chaque passage, et ça a été valable en France par exemple, quand on est passé des fiefs pour devenir un pays, où un roi devait s'imposer, ça a été une période de chaos, une période difficile, de violence, pour pouvoir fédérer cet ensemble d'égaux qui puissent fonctionner correctement ensemble et donc être unifiés. Et donc dans toutes ces périodes-là, c'est difficile. Et pour passer donc à la mondialisation c'était pour
organiser le monde derrière des valeurs universelles, et comme valeur universelle, il fallait que ça soit le marché. Ça pouvait pas être le politique, ça pouvait pas être le spirituel, ça pouvait pas. Voilà, on ne pouvait pas unifier l'humanité sur un régime politique, même si on essaye avec la démocratie, mais comme c'est fragile, elles sont mal faites encore, les démocraties, elles ne sont pas vraiment démocratiques, c'était pas possible. Les religieux ne parvenaient pas à s'entendre pour sortir une sorte de globalité religieuse où toutes les religions sont là et qui pourrait fédérer l'ensemble de l'humanité. Ça sera pour plus tard, ça viendra à mon avis, cette chose-là. Et donc ça pouvait être que le marché qui pouvait unifier le monde. Et malheureusement, le marché, il a unifié avec sa propre volonté, et on était obligé de le laisser en toute puissance, ce marché. Parce que si on avait gardé toutes les règles, il ne pouvait pas vraiment s'universaliser, quoi. Il ne pouvait pas devenir mondialisé. Parce on l'aurait interdit d'aller au chef au patronat occidentaux d'aller faire des esclaves dans les pays où ils sont allés délocaliser. Si les syndicats, si les résistances étaient plus fortes que le marché, le marché n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Malheureusement, on a été obligé de le laisser partir dans cette toute-puissance pour qu'il s'unifie, pour qu'il fasse vraiment une mondialisation mauvaise, mal faite, etc., contestable, mais elle est posée, les structures sont faites, et maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est fait pour l'avenir, pour quand on tournera universellement. Mais maintenant, il est temps d'enlever la toute-puissance à ce marché et de le remettre dans les rangs, de le remettre à sa place, qui n'est pas, qui est voilà la place du marché. Elle est en bas de la hiérarchie des corporations. Il y a l'école, il y a la justice, il y a tout, voilà, la santé, les trucs, etc. Tout un tas de corporations qui sont avant, et le marché est en bas. C'est ce que disait Confucius. Pour lui, le système du marché c'était la corporation la plus basse. Et je me demande si chez les Grecs c'était pas pareil. Et c'est normal que ça revienne à ce niveau-là, parce que leur rôle, il est essentiel pour l'humanité. Les marchands sont essentiels pour l'humanité. Ils ont fédéré l'humanité depuis X temps. C'est pas de maintenant. À l'époque de Venise, ou voilà, de la Chine, les marchands ont rayonné et ont universalisé l'humanité depuis très longtemps. Ils sont essentiels, on doit leur rendre hommage, mais on ne doit pas les laisser en toute puissance, c'est tout. C'est la seule chose qui est là. On doit les remercier pour tout le travail qu'ils font, mais ils n'ont pas à être dans la toute-puissance. Voilà. Et ça, c'est le travail des politiques, de remettre le marché à sa place. Voilà ce qu'on doit engager à nos politiques européennes, déjà, pour qu'ils donnent l'exemple à l'ensemble de l'humanité. Et donc, ils doivent se fédérer, ils doivent s'associer, ils doivent s'entendre entre eux pour pouvoir, ces chefs d'État là, européens, il est fondamental qu'ils s'entendent, mais à merveille, donc toutes les dissensions, qu'ils comprennent leur sens, leur rôle. C'est à travers leur rôle qu'ils peuvent s'unifier. Voilà, c'est en prenant conscience de leur rôle universel, de leur rôle à l'échelle mondiale, qu'ils peuvent s'unifier. Parce qu'à ce moment-là, oui, ils vont pouvoir faire faire les bases de l'unification mondiale. Et pour ça, il faut éviter voilà, on n'a pas besoin de continuer les guerres entre Occident et Orient, entre les USA et la Chine. Enfin,
ces luttes pour de pouvoir, en fait. On peut commencer à penser l'humanité, non pas en termes d'impérialisme, d'un d'un système impérial qui impose sa doctrine et sa vision à l'ensemble de l'humanité. Ça a fonctionné depuis des milliers d'années, on a tout le temps fonctionné comme ça. Ça a été les Grecs, les Égyptiens, les Romains, etc., l'Occident. Mais maintenant, on peut passer sur quelque chose d'horizontal où on partage le leadership correctement avec, et comme ça évite en même temps d'être, parce que pour l'instant, on est dans le système dominant, mais si on garde ce système dominant prétendant, si le prétendant prend le pouvoir, eh ben l'ancien dominant, euh, il, euh, il souffre, parce que il y a, derrière le nouveau dominant, euh, il a des reproches à faire d'avoir été abusé, d'avoir été maltraité pendant la période où il a été dominé. Donc il est plus intelligent pour l'Occident de d'établir, de commencer à établir des, un système horizontal. Voilà. Et c'est ce que je préconise pour l'Europe. Et si l'Europe fait ça, elle redeviendra un leader éthique de l'humanité. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'elle pourra faire, parce qu'elle gardera son statut de leader, mais pour ça, il faut qu'elle soit bienveillante avec l'ensemble de la planète, qu'elle cesse d'être d'un côté, qu'elle cesse d'être du côté de l'impérialisme. L'Europe doit redevenir le centre éthique de l'humanité. Voilà. C'est à travers ça qu'elle sera respectée et qu'elle sera appréciée, aimée, et qu'elle retrouvera la place qu'elle avait dans les années de Gaulle et les années des 30 glorieuses. Voilà. Voilà mon point de vue. Merci, à bientôt.